Tout le monde arrive. Merci à vous d'être venus. On va présenter un petit peu le réseau et la clinique. Donc, la clinique Drouot Sport et Arthrose. On est une clinique pratiquement 100% orthopédie dans laquelle on a monté récemment un réseau qui s'appelle le Réseau Douleur Paris, qui organise également des enseignements post-universitaires et des réunions trimestrielles environ, autour principalement, dans un premier temps, de la pathologie pelvipérinéale. Ça s'est construit autour de ça, avec le docteur Mouton-Parado qui est là, et puis une équipe d'algologues, des kinésithérapeutes et plein de praticiens en charge de cette pathologie. On commence maintenant à développer le deuxième pan du réseau Douleur Paris, qui est la douleur chronique principalement post-opératoire et la douleur post-traumatique. Et donc, c'est le premier EPU ici qui s'intéresse à ce sujet. Et on a la chance d'avoir donc 3 autres orateurs, le docteur Aurélien Frison, qui est chirurgien orthopédiste au sein de la clinique Drouot, Jean-Christophe Mignot, que je ne vois pas parce que j'ai la lumière, mais médecin du sport au sein de la clinique Drouot également, et puis Jean-Baptiste Beauval, kinésithérapeute, juste à côté au sein de la structure. Pour que ces EPU puissent s'organiser, donc il y a un sponsoring du réseau Douleur Paris, de la clinique et un sponsoring de Abbott, qui est notre partenaire en neuromodulation, et j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, il y a une participation, si vous voulez continuer à suivre et participer aux différents EPU. Alors, ça va être très simple pour la première année. On va faire genoux, épaules, hanches. On va faire par articulation, avec toujours l'intérêt de la pluridisciplinarité. Donc, toujours médecin du sport, algologue, kinésithérapeute, chirurgien, etc. etc. Et donc, pour pouvoir continuer à les organiser, vous avez un petit lien Hello Asso, un QR code que je remettrai à la fin également. Vous pouvez flasher et ça sera une participation de 20 € à l'année. Ça me permettra également d'avoir tout le mailing list pour pouvoir vous envoyer les différents EPU à chaque fois. On va commencer la soirée sur la douleur post-opératoire du genou avec le docteur Frison, qui va nous parler de la partie chirurgicale. Il est mieux la tienne là. Ouais. Merci. Et à la fin, donc, on va faire assez court en topo. 10 minutes, on essaie de se limiter. 5 minutes de questions et à la fin, un long moment d'échange. Et il y aura un buffet tout à la fin de la soirée libanais. Merci Cyril. Donc, merci encore une fois à tous d'être venus nous écouter ce soir. Donc, effectivement, je suis Aurélien Frison, je suis chirurgien orthopédique ici à la clinique Drouot Molitor et plus particulièrement avec une orientation genou. Donc, moi, je suis là ce soir pour brosser les gros traits, on va dire, de ce que peut être déjà la chirurgie du genou dans ses aspects douloureux, en préopératoire, en péropératoire, mais aussi en post-opératoire, et voir ce que le chirurgien peut apporter dans cette problématique. Donc, la première chose, c'est au niveau des généralités. Je ne sais pas si ça marche, Cyril. Hop, ça me fait un bruit. Je vais faire comme ça. Au niveau des généralités sur les douleurs du genou en post-opératoire, premièrement, la première chose, je trouve, c'est de reconnaître qu'elles sont inévitables. D'accord ? Elles sont minimisables. On peut les prendre en charge, on peut s'en occuper, mais ça ne sert à rien de dire qu'on ne va pas avoir mal. Et surtout, ça ne sert à rien de dire au patient qu'il ne va pas avoir mal. Oui, il y aura des douleurs. Mais on va s'en occuper, on va faire en sorte qu'elles soient les plus petites possibles, les moins inquiétantes possibles et les mieux prises en charge. Dans les généralités, on peut aussi voir un lien direct avec l'agression tissulaire. Donc, on va voir après, je vais détailler un petit peu par ordre, on va dire, de douleur, les chirurgies programmées au niveau du genou. Et on va bien évidemment voir un lien direct entre les douleurs post-opératoires attendues et l'agression tissulaire, que ce soit au niveau osseuse ou au niveau des parties molles. Il faut avoir conscience qu'il y a une grande variabilité d'un patient à l'autre, même pour une chirurgie identique. D'accord ? Donc ça, bon, on en a tous l'expérience clinique, mais c'est bien de le garder à l'esprit quand on s'adresse à un patient notamment. Pour ce qui est du genou, il y a quand même une particularité, c'est que c'est une articulation qu'on va vouloir mobiliser précocement en post-opératoire. Et ce qui est générateur de douleur. Je parle encore une fois de la chirurgie programmée, qu'elle soit prothétique ou ligamentaire, ou même méniscale, on va vouloir que le patient, plus fort,
on va vouloir que le patient puisse bouger, puisse bouger rapidement et donc sans trop de douleur pour éviter une raideur post-opératoire. Une autre particularité du genou, c'est que c'est quand même une cavité articulaire importante, plus facilement sujette aux hématomes qu'une cheville ou un pied ou une autre articulation de plus petit volume. Et donc, on va être particulièrement attentionné au problème de l'hémarthrose ou du gonflement en général en post-opératoire, qui est évidemment une source importante de phénomènes douloureux. Distinguer les douleurs attendues des douleurs suspectes de complications. Bon, ça, c'est un peu le b.a.-ba chirurgical, mais c'est important de garder ce distinguo-là à l'esprit. Et enfin, on peut évidemment rappeler que c'est une prise en charge globale et un travail d'équipe, comme on va pouvoir le voir tout au long de la soirée. Donc, on va commencer par la chirurgie qui, dans la littérature, est considérée comme la plus douloureuse en chirurgie programmée du genou. C'est l'arthroplastie totale du genou, la prothèse totale du genou. C'est évidemment le geste invasif par excellence, puisque déjà, on a une agression donc, des parties molles pour aborder l'articulation, mais également des coupes osseuses importantes. Ensuite, ça nécessite une exposition importante et en général une luxation du tibia sous le fémur. Ce geste-là s'accompagne fréquemment de douleurs postérieures et il est difficile d'éviter, même en chirurgie mini-invasive prothétique du genou, d'éviter une luxation, notamment sur les prothèses difficiles avec des corrections importantes qui nécessitent une libération et une luxation totale du tibia sous le fémur. La correction d'axe est également un des éléments qui apporte des douleurs sur cette chirurgie. On va corriger un axe frontal qui, en fonction de son importance, va nécessiter des libérations tissulaires et aussi va mettre un genou dans une position de rectitude, ce qu'il n'a pas eu pendant plusieurs années la plupart du temps. Donc, passer d'un genou varum de 16 degrés à un genou varum de 2 degrés ou à même un genou parfaitement normo-axé va être générateur de douleurs en post-opératoire. Et ça, c'est vraiment l'apanage des arthroplasties totales du genou. Et les douleurs, on peut dire qu'elles sont classiquement postérieures et voilà, globales, mais surtout postérieures. Et c'est à ces douleurs-là que s'attaquent en général les blocs anesthésiques et les infiltrations péropératoires. Voilà, donc des photos d'arthroplastie du genou, juste pour illustrer que c'est difficile de faire une prothèse totale du genou sans agresser un minimum les tissus. Voilà, là on voit une prothèse totale du genou. Donc on est passé chez un patient qui avait un calvicieux fémoral sur un genou varum avec une arthrose fémoro-tibiale externe importante, chez qui on pose une prothèse du genou en rétablissant un peu de mobilité, au moins en post-opératoire immédiat. Donc on ne peut pas s'attendre à une absence de douleur dans ce type d'arthroplastie. Ensuite, dans les arthroplasties moins douloureuses, les arthroplasties partielles, les prothèses unicompartimentales du genou. Donc en miroir des arthroplasties totales, on voit qu'ici, on a déjà un aspect moins invasif. On fait essentiellement des coupes osseuses et il y a beaucoup moins d'exposition sur les parties molles, hormis une ménisectomie et un abord capsulaire paramédial. Il n'y a pas beaucoup d'agression des parties molles, notamment on reste sur une exposition restreinte. Il n'y a pas besoin de luxer le tibia sous le fémur. Donc ces deux éléments déjà font que c'est une chirurgie nettement moins douloureuse. Les douleurs, elles sont essentiellement fémorotibiales internes sur la zone de coupe, sur la zone de pose, puisque la plupart des prothèses unicompartimentales sont au compartiment médial. Il y a aussi un petit biais de sélection des patients. On a tendance à faire des prothèses unicompartimentales chez des patients souvent plus jeunes, en meilleur état de santé, qui n'ont pas ou peu de pathologies associées, qui ont une déformation peu importante. On va les laisser dans cette déformation, donc il n'y a pas de correction ligamentaire. Sont des patients qui sont normalement pas en surpoids et donc voilà, il y a quand même un biais de sélection qui font aussi que l'arthroplastie partielle est moins douloureuse. Voilà, juste pour illustrer, on peut s'attendre évidemment. Donc là, on voit bien que le patient, il avait un genou varum préopératoire et qu'on l'a laissé dans sa déformation en remplaçant uniquement les surfaces articulaires lésées. La ligamentoplastie, donc on descend encore d'un cran dans le niveau des douleurs. Là, c'est une chirurgie qu'on peut appeler mini-invasive, puisqu'elle est sous arthroscopie actuellement partout. Les techniques ont évolué. On fait maintenant des prélèvements ligamentaires qui peuvent être réduits. On fait également une épargne osseuse
au niveau du patient, avec la réalisation notamment de tunnels borgnes qui permettent de limiter l'agression osseuse. On va voir un petit peu en détail après dans la technique. Le geste, il est osseux plus partie molle, mais essentiellement osseux. Là, j'ai fait une petite digression sur le DT4, qui est la technique qu'on utilise le plus ici dans le centre, qui consiste en une greffe courte avec justement des tunnels borgnes avec une épargne osseuse et tendineuse, puisqu'on ne prend qu'un seul tendon ischio-jambier, le demi-tendineux, ce qui permet de limiter les douleurs, notamment au site de prélèvement. Les douleurs, elles sont considérées comme modérées à légères et elles sont essentiellement sur le site de prélèvement au niveau des ischio-jambiers. Évidemment, ce sont quand même des notions à nuancer en fonction des gestes associés. Est-ce qu'il y a une ténodèse latérale associée? Ça peut majorer les douleurs, notamment en externe. Et est-ce qu'il y a un geste méniscal associé, notamment de suture, qui peut là aussi être générateur de douleurs en lui-même? Voilà, juste pour montrer le côté mini-invasif du DT4. Donc, on fait un prélèvement aux ischio-jambiers. Avec un temps arthroscopique, là, on voit le ligament croisé rompu. Le passage du transplant, toujours à travers l'orifice d'arthroscopie, la mise en place de la greffe, et voilà, juste un petit schéma avec juste les endoboutons. Donc, on peut voir ici, je ne sais pas si ça fonctionne, on peut voir ici qu'on a fait uniquement un tunnel borgne, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un tunnel complet sur tout le tibia, et un tunnel borgne au fémur. Voilà. Donc, ça limite un petit peu le risque d'hémarthrose et le risque de douleur post-opératoire. L'ostéotomie tibiale, donc dans la plupart des cas, une ostéotomie tibiale de valgisation. Donc, c'est un geste qui est considéré comme moins douloureux que les ligamentoplasties. On peut expliquer ça par le fait que c'est un geste osseux pur et surtout qui est extra-articulaire. Donc, on ne va pas aller aborder l'articulation. Le risque d'hémarthrose, du coup, il est nettement diminué, même si ça peut quand même saigner en intra-articulaire. Il y a quand même un risque d'hématome, mais qui peut être limité uniquement au site d'ostéotomie. Les ostéosynthèses actuellement sont très performantes avec des plaques extrêmement solides qui même dans certains cas permettent l'appui immédiat. Et donc ça aussi, ça minimise les douleurs post-opératoires du fait de l'absence de micromobilité dans le foyer d'ostéotomie. Les douleurs, elles sont considérées comme modérées à légères sur le site d'ostéotomie, comme on l'a dit. Et la mobilisation, elle peut être immédiate, mais avec un appui soulagé ou souvent interdit. Donc tout le monde n'autorise pas l'appui après une ostéotomie. Forcément, ça limite le risque de douleur versus un appui complet sur un geste chirurgical. Voilà, typiquement les plaques d'OTV utilisées actuellement, qui sont très solides, avec des vis verrouillées qui permettent un appui immédiat si on le désire. Les gestes méniscaux, là j'avais une petite vidéo mais qui ne fonctionne pas. Donc les gestes méniscaux sont considérés comme les moins douloureux dans les gestes de chirurgie programmée, notamment la ménisectomie. Donc effectivement, c'est un geste, j'ai raté ma diapo, c'est un geste donc, qui est très peu invasif avec uniquement 2 cicatrices d'environ 5 mm, une exploration 100% sous caméra et avec l'aide d'instruments dans le portail externe. Et on vient explorer le genou en ne touchant que les tissus lésés, en l'espèce le ménisque. La ménisectomie est un geste en plus rapide et donc peu invasif. Les sutures méniscales sont réputées comme étant plus douloureuses, ce qui se retrouve effectivement en clinique. Un patient avec une suture méniscale aura en général des suites post-opératoires plus douloureuses. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chirurgien pour prévenir les douleurs post-opératoires? Déjà, ça commence évidemment en préopératoire. C'est déjà d'identifier le patient à risque douloureux important. Comment on l'identifie? Essentiellement sur ses antécédents. Effectivement, s'il a déjà fait 3 algodystrophies et qu'il a été opéré de l'autre côté, ça s'est très mal passé, il a eu mal pendant 8 mois, rien ne va, forcément, on peut s'attendre à des suites douloureuses difficiles. Là, on va d'autant plus le prévenir et surtout prévenir également notre anesthésiste en lui disant, voilà, écoute, là, ça s'est mal passé la première fois ou il a été opéré il y a 5 ans ailleurs, il a fait une algo, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prévenir? On va être particulièrement attentif à ce patient-là et ça, pour moi, c'est un des points essentiels pour prévenir les douleurs post-opératoires. Deuxième point essentiel, c'est prévenir le patient qu'il va avoir mal. Donc, ça rejoint un peu le premier point sur les généralités. On ne s'attend pas à ce qu'il n'y ait pas de douleur, on s'attend à ce qu'il y ait des douleurs, mais qu'on les prenne en charge. Et surtout, on lui dit qu'elles sont normales, qu'elles sont attendues. Oui, vous pouvez avoir des douleurs sur le site de prélèvement pour votre ligamentoplastie. Oui, c'est difficile une PTG quand on remarche la première fois, quand on doit mobiliser le genou dès le lendemain ou le surlendemain.
Donc, il faut vraiment le prévenir. Le fait de le rassurer, c'est déjà la moitié de la douleur en moins. Il va déjà au moins ne pas s'inquiéter. Il sait qu'il va avoir mal. Il sait qu'on va le traiter pour ça et que c'était des douleurs attendues, que ce n'est pas quelque chose qui doit être anxiogène chez lui. En péropératoire, que fait le chirurgien? Favoriser le mini-invasif, on l'a vu, moins d'agression tissulaire, moins d'agression osseuse si possible. Ça va permettre de diminuer le risque de douleur post-opératoire. Le traitement la prise en charge de l'hémostase en péropératoire, donc ça c'est pour limiter l'hémarthrose au niveau du genou, qui est un facteur important de douleur. Très clairement, il y a deux types de patients en post-opératoire, ceux qui ont un genou relativement sec et ceux qui font un gros hématome intra-articulaire. Donc vraiment prévenir et faire une hémostase soignée lors de la chirurgie. Choisir éventuellement des techniques quand c'est possible qui font moins saigner. Donc ça c'est vraiment très très important en péropératoire. Infiltrer les zones prévisibles, donc ça c'est des choses que tous les chirurgiens font. On va aller infiltrer, donc on a une dose d'infiltration locale limitée en fonction du poids du patient, donc on va aller infiltrer la zone qui, de manière prévisible, va être douloureuse. Donc, sur les ligamentoplasties, la zone de prélèvement aux ischio-jambiers, sur les prothèses totales du genou et les prothèses unicompartimentales, la partie postérieure du fémur, qui est difficilement accessible en dehors de la chirurgie, mais qui, avant la pose de la prothèse, sont facilement accessibles. Donc, on va aller maximiser l'infiltration dans ces zones-là. Limiter le temps de garrot, voire même limiter l'utilisation du garrot. Donc, le garrot peut donner des douleurs, notamment lorsqu'il est gonflé à un seuil de pression important et pendant une durée longue. Donc là, actuellement, on commence à avoir des colonnes d'arthroscopie qui, par exemple, permettent d'opérer sans garrot, donc ce qui est un petit peu nouveau. Clairement, les suites ne sont pas les mêmes pour le patient. Il a eu 0 temps de garrot, il n'a pas de sidération quadricipitale. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment favoriser les suites post-opératoires non douloureuses. Limiter le temps opératoire, ce n'est pas une donnée qui est retrouvée dans tous les articles, mais on peut quand même supposer qu'un temps opératoire limité, avec tous les biais que ça comporte, parce que ça veut dire aussi que c'était une chirurgie plus facile, que tout s'est bien passé, etc. Mais en gros, limiter le temps opératoire peut aider sur les douleurs post-opératoires. En post-opératoire, j'y reviens, mais la réassurance, voilà, dire au patient que tout s'est bien passé. Il a mal, oui, on sait, c'était prévu, on va s'en occuper. Tout se passe normalement, c'est un processus classique et on va s'en occuper. Éliminer une complication évidente, on l'a dit tout à l'heure, évidemment. On ne va pas lui dire que tout va bien s'il y a un problème, si la douleur évoque un problème immédiat. Donc, on va s'assurer par la radiographie, par l'examen clinique qu'il n'y ait pas de problème particulier. La RAC, donc la récupération accélérée après chirurgie, ça c'est une chose à laquelle on est très très attentif ici et qui a montré des effets très positifs sur les douleurs post-opératoires. Donc, faire marcher rapidement le patient, ça c'est possible s'il y a une bonne analgésie post-opératoire, si on a fait bien toutes les mesures avant. Vite habiller le patient, vite le déperfuser. Ça, c'est vraiment des choses qui permettent d'améliorer, de limiter le risque de douleur post-opératoire. S'assurer de la bonne organisation du suivi. Il faut que le patient, même quand c'est en ambulatoire ou en fast track, avec un patient qui sort rapidement, s'assurer qu'il est bien dans le bon réseau après. Quand est sa première séance de kiné, quand est-ce qu'il va revoir son médecin pour, je ne sais pas, faire un relais sur son héparine ou adapter des traitements pour une pathologie sous-jacente. Voilà, ça c'est vraiment important. Il faut que quand il sorte, il soit 100% fléché vers son kiné, vers son médecin traitant, vers l'anesthésie si besoin. Il sait qu'il doit appeler à tel moment, vers son chirurgien. Il faut que tout soit ultra carré à la sortie. Rester joignable, ça c'est très important, c'est un élément de réassurance majeure et la plupart du temps, des douleurs post-opératoires qui peuvent être inquiétantes peuvent être calmées juste avec un coup de fil, en adaptant une ordonnance facilement. De nos jours, c'est très facile d'envoyer une ordonnance par mail, donc ça c'est important de rester joignable, que ce soit téléphoniquement ou par mail. Voilà. Fait des questions après ou... Ouais, je vous propose qu'on enchaîne directement avec un temps d'échange complet après, si ça vous va. Et on va enchaîner avec la prise en charge kinésithérapeutique avec... C'était pas mal. Ouais, bonsoir à tous, merci d'être là. Je le trouve où, Cyril? Tu l'allumes? Ah non. Ouais. Ça marche. Jean-Baptiste va faire la partie kiné et ça arrive tout dessus. Je te le mis normalement. Du coup, ça marche, ça? C'est parfait, ça? Ouais, ça marche. Super. Attends. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Si tu peux remonter avant de mettre. Non, non, attends.
C'est là? Ah non. En fond. Mais tu sais comment tu dois appuyer sur ça. Hier. Thème des minutes. Hein? C'est bon? Ouais, je vais démuter. Ok, super. Bonsoir à tous et merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Boval, je suis kiné au sein de la clinique Dro Molitor. On est 6 kinés à bosser ici avec une orientation trouble musculo-squelettique. C'est trop fort? C'est un peu trop. Encore plus fort? Ok. Donc, on est 6 kinés à bosser ici avec une orientation des troubles musculo-squelettiques et de l'orthopédie fraîche. Donc, avec vraiment l'avènement de la récupération améliorée chirurgicale, on va se retrouver avec des patients beaucoup plus précoces en cabinet. Donc, on va devoir gérer, nous aussi, des patients avec des douleurs plus importantes parce qu'on va les voir assez rapidement. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Ok. Donc, c'est une vidéo de Neymar, d'accord, qui a été opéré il y a quelques mois d'une ligamentoplastie et qui a ponctué sa rééducation de vidéos sur les réseaux sociaux où on le voit souffrir avec une musique un peu dramatique, d'accord. Et ça, on avait une vidéo toutes les 2-3 semaines de ça où on le voit sur un arthromoteur avec de l'électrothérapie souffrir. Voilà, je passe le son dans une petite musique assez triste. Et ça, aujourd'hui, globalement, mince. C'est un truc qu'on ne veut plus voir, d'accord? On pourrait se dire, sportif de très haut niveau, soigné par de très bons kinés, très bien encadré par une équipe médicale, et on voit encore ça relayé chez des centaines de millions de followers sur Instagram, un sportif de très haut niveau se faisant torturer par son kiné. Ça, on peut le voir pourquoi, et je pense que s'il y a une donnée importante à retenir, c'est ça. C'est que la douleur aiguë en post-opératoire, si on n'y fait pas attention, ça va entraîner de la douleur chronique, d'accord? Donc aujourd'hui, en tant que kiné, on y reviendra un petit peu aussi par la suite, on doit être très vigilant vis-à-vis de ça. On n'a plus besoin de voir nos patients tous les jours, de les envoyer en centre de rééducation quand les facteurs socio-économiques sont au vert. Et je pense qu'une bonne éducation thérapeutique et un bon discours avec nos patients peut limiter tout ça, d'accord? Donc, il y a une donnée aussi importante à rappeler, c'est que 10% en plus sur l'EVA, d'accord, en post-opératoire, ça va être un risque de chronicité très important. Donc, les patients se font opérer d'une prothèse totale de genou, d'une ligamentose, pour avoir moins mal, améliorer leur fonction. Il ne faut pas qu'on oublie, nous aussi, rééducateurs, de se dire, OK, il n'y a pas que le court terme, il y a aussi le moyen terme et le long terme pour que le patient puisse retrouver de la fonction et de l'autonomie. Donc, quels sont les facteurs pronostiques à prendre en compte sur des patients qui vont développer de la douleur qui va se chroniciser ou de la douleur importante en post-opératoire? On va avoir l'IMC, on va avoir la fonction préopératoire, l'EVA préopératoire, plusieurs sites douloureux et l'anxiété et le catastrophisme du patient. Sur quoi on va pouvoir jouer, nous, en tant que kiné, ça va être ces deux choses-là, la fonction et les facteurs psychosociaux. Quelles sont nos armes pour essayer d'aider les patients? Ça va être cela. Et l'idée, c'est de se dire qu'une chirurgie, globalement, c'est un match de foot. Il va avoir un entraînement, et si globalement, l'entraînement et les systèmes sont bien répétés à l'entraînement, globalement, en match, ça roule. D'accord? Et quand l'entraînement est plutôt moins bien suivi, ça va être un petit facteur de risque de rater son match et donc de développer un peu plus de douleur que les autres. Je ne maîtrise pas bien la télécommande. OK. Donc, on a instauré ici, là, dans la clinique, et vraiment, chez tous les patients qui vont être opérés, on essaie de les voir en préopératoire et en kiné. On va faire de l'éducation avec le patient. On va prendre 1 heure avec lui. On va lui réexpliquer, un petit peu plus fort encore, on va lui réexpliquer aussi toutes les modalités de rééducation. Et ça, c'est ce qu'on fait kiné un peu au quotidien avec nos patients. On va souvent les éduquer au stress mécanique, à la charge. L'idée, c'est de les préparer bien à l'opération aussi. Donc, pendant ces plages d'éducation thérapeutique, qu'est-ce qu'on va aborder avec nos patients? Déjà, reparler avec lui un peu et du consentement éclairé, avoir un discours qui va être adapté aux patients, planifier les objectifs. Et le meilleur moment de le faire, c'est 30 jours avant la date, d'accord?
Donc, durant ce laps de temps, on va discuter avec le patient, on va rediscuter avec lui aussi de la prise de médicaments en post-opératoire, savoir s'il a bien compris, s'il a bien intégré. L'anesthésiste, les infirmiers le referont aussi en post-opératoire, mais c'est important qu'en amont, le patient sache bien gérer sa prise de médicaments et d'antalgiques. On va reparler avec lui aussi du jeûne préopératoire. On va reparler avec lui aussi de l'arrêt du tabac, toutes ces petites choses-là qui peuvent aussi aider pour avoir une bonne rééducation et diminuer les douleurs post-opératoires. Chez les patients qui vont être à risque, on va généralement les voir un petit peu plus et on va faire un peu de rééducation, de la préhabilitation. On va se concentrer sur un peu d'exercice de renforcement musculaire assez simple. Ce qui est toujours intéressant avec nos patients, c'est essayer de faire les mêmes exercices qu'ils vont avoir au post-opératoire, qu'on va être suivis sûrement par un autre kiné que nous. D'accord ? Donc, on va reprendre ce qu'on appelle assez régulièrement l'écrase-poussin pour essayer de diminuer l'inhibition arthrogénique musculaire du quadriceps. On va reprendre l'assis debout, on va travailler un peu les muscles fessiers. On va reprendre un petit peu aussi la flexion du genou. Le fait que le patient les réalise en amont, ça permet de le rassurer aussi et ça permet de diminuer, essayer de tenter de diminuer aussi sa douleur et son anxiété en post-opératoire. Ok. Étude assez intéressante d'une équipe française, de Alexandre Hardy, qui a montré que, avec un questionnaire, c'est une étude de la prospective, qu'un score sur une échelle d'anxiété, de catastrophisme, chez les patients qui étaient plus anxieux, ils étaient plus à risque de développer de la douleur chronique. Donc peut-être que nous aussi, on devrait un peu mieux phénotyper là nos patients pour se dire, OK, celui-là, il est à risque, on va essayer de le rassurer un petit peu plus, d'individualiser un peu plus le soin, de l'envoyer chez un kiné en préopératoire pour essayer de lutter contre cette anxiété, ces facteurs psychosociaux qui peuvent avoir un effet délétère sur la douleur et augmenter la sensation de douleur. Est-ce que ça marche de voir les patients avant ? D'accord ? Ça va marcher sur plusieurs outcomes. Le premier, ça va être la longueur du séjour. On sait que les patients qui ont une classe d'éducation thérapeutique, ils restent moins longtemps en clinique, moins longtemps à l'hôpital. Ça va très bien fonctionner à long terme sur la fonction, mais est-ce que sur la douleur, ça fonctionne ? Pas des masses, d'accord ? Ça va vraiment fonctionner sur la satisfaction à l'égard de l'analgésie. C'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui vont avoir aussi mal, mais qui vont gérer un petit peu mieux la prise de médicaments ou être un peu plus rassurés sur la douleur et ça va éviter un peu l'anxiété liée à celle-là. Après le préopératoire vient le temps post-opératoire. On voit les patients de manière assez fréquente, assez tôt. La première question qu'on va demander à notre patient lorsqu'il va rentrer dans le cabinet, ça va être « Est-ce que vous avez mal ?» D'accord ? Donc, on va rediscuter avec notre patient de la prise de médicaments, lui demander s'il les prend bien, à quelle fréquence, s'il note bien tout sur son petit tableau, et s'il ne le fait pas, on va lui dire de prendre les médicaments pour globalement que la douleur soit circonscrite entre 3 et 4 sur 10. C'est très important aussi de faire la distinction avec le patient de la douleur au repos, de la douleur à l'activité. On sait que les antalgiques fonctionnent très bien sur la douleur de repos, un petit peu moins bien sur la douleur d'activité. Donc, essayez aussi de le rassurer par rapport à ça et lui dire encore, prenez les médicaments. Et le meilleur argument pour cela, c'est de se dire, moins de douleur en post-op, moins de risque de chronicité de la douleur. Ça, c'est l'échelle, on a une échelle EVA, d'accord, et c'est l'évolution de la douleur de nos patients, d'accord. On voit que dans les premiers jours, on va avoir un petit abaissement de la douleur, d'accord, et à partir du 9e jour, une petite augmentation de celle-ci. Cette petite courbe, cette petite inflexion, c'est le début de la rééducation, d'accord. Et globalement, chez la grande majorité des patients, on voit que durant les 30 premiers jours, la courbe va diminuer avec une douleur qui va rester, cette douleur inflammatoire, un petit peu plus importante la nuit, d'accord. Souvent, des schémas, ça vaut 1000 mots, donc on peut montrer ça à nos patients en leur disant, voilà, on a des follow de patients de manière importante, l'évolution des douleurs, ça doit être ça. Et nous aussi, en tant que kiné, ça nous permet d'avoir un feedback par rapport à ça, de se dire, OK, c'est normal. Qu'est-ce qui fait mal lorsqu'on a été opéré ? On va avoir une contribution de la synovite, phénomène inflammatoire important, de la sensibilisation périphérique et cet état de catastrophisme. Quels sont nos moyens pour essayer de diminuer la douleur sur ça ? Sur le phénomène inflammatoire, un petit peu de froid, ça ne fait pas de mal, tout en sachant qu'il n'y a pas de preuve
scientifiques sur la diminution de la douleur via la glace, ou en tous les cas pas de bonne qualité. Sur la sensibilisation, faire un petit peu de TENS, c'est un truc que j'avais laissé énormément, moi, à l'électrothérapie et le TENS. Je me suis remis un petit peu à en faire, tout en sachant que la douleur qui va incomber le patient à moyen terme sera principalement de la douleur neuropathique. Donc, je me dis là, pourquoi pas, même si dans la littérature, il n'y a pas de grandes preuves non plus. Et sur l'état d'anxiété, rediscuter et prenons notre temps avec nos patients qui sont un peu anxieux. Un petit mot sur l'inhibition musculaire arthrogénique. C'est un échec d'activation de la contraction volontaire d'un muscle sain sur une articulation qui a été lésée. On en parle beaucoup au niveau du quadriceps et du genou. C'est valable pour toutes les articulations. Je pense que si nous, en tant qu'éducateurs, il y a un focus à avoir, c'est principalement sur ça. De temps en temps, et moi le premier, on perd du temps à faire des choses assez compliquées. Il faut que dans les 2 premières semaines, on ait réussi à réobtenir de la contraction volontaire du quadriceps. Ça peut être un facteur limitant, douloureux, de manière chronique et entraîner un peu de douleur persistante. Donc voilà, un focus particulier sur l'inhibition musculaire arthrogénique. L'île de Man. Donc, on va être les premiers professionnels à voir le patient à la sortie de la clinique, d'accord? Quand la douleur s'exacerbe, quand la douleur est un peu bizarre, il faut qu'on pense en premier lieu au drapeau rouge, avec en premier l'inflexion et la thrombose veineuse profonde. Même si avec des liquis, même si le patient bouge rapidement, il faut qu'on pense à ça. Souvent, dans nos cabinets de kiné, encore ici, nous, on travaille, on a de la chance parce qu'on a l'accessibilité aux chirurgiens anesthésistes qui travaillent juste à côté de nous, les radiologues aussi, donc au moindre doute, pour nous, c'est facile. Enfin, pour moi, c'est facile aujourd'hui. Comparativement à avant, où je bossais seul dans un cabinet où je n'avais pas l'accessibilité à des médecins, de temps en temps, j'hésitais à appeler l'anesthésiste, j'hésitais à appeler le chirurgien au moindre doute et je laissais un petit peu couler. Et de temps en temps, je me gourais. Okay, au lieu de prendre une infection assez rapidement, je me disais, OK, on va attendre une semaine, voir si ça évolue pas trop mal et que je ne me sois pas gouré. Donc, n'hésitez pas, les kinés, à prendre le téléphone au moindre doute, même si on se trompe, ce n'est pas grave. D'accord ? Des fois, ça peut être aussi un frein. Enfin, moi, ça a été un de mes freins assez important. Sur les thromboses veineuses, ici, on fait énormément de chirurgie orthopédique. L'an dernier, j'ai envoyé 10 échographies et je me suis trompé 9 fois. Quoi. D'accord ? Mais au moins, il y en avait une où on ne s'est pas trompé. Donc voilà. N'hésitez pas à appeler l'anesthésiste, le chirurgien et voilà, travailler en équipe. Et même si ce n'est pas au sein du même cabinet. Le rôle du kiné en péri-op, ce n'est pas très compliqué. En post-op aussi, vraiment, réassurance à cognitive, lutter contre le catastrophisme du patient, que le patient soit acteur de sa prise en charge. Je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai répété, il n'y a plus besoin de voir le patient de manière très régulière, 4 séances dans la semaine. Je trouve que ça ne présente pas grand intérêt, à part si les patients sont très anxieux ou à part si le patient avait énormément une perte de fonction très importante avant l'opération, d'accord? Donc ça, c'est des gens qu'on va un peu plus cibler, qu'on va voir de manière un peu plus fréquente, d'accord, dans les cabinets. Mais sinon, une fois dans la semaine ou 2 dans la semaine, même sur des prothèses totales de genoux, quand tout va bien, pas besoin de les voir plus. Et de temps en temps, le diable est dans les détails, on va trop les voir et on va augmenter le phénomène inflammatoire et la douleur et ça va être un peu délétère pour lui. Encore une fois, vigilance des drapeaux rouges, on ne doit pas passer à côté, ou en tous les cas, essayer de ne pas passer à côté. Un petit mot sur la douleur qui merdouille et qui se chronicise, d'accord, à moyen terme. Aujourd'hui, la définition de la douleur chronique, c'est une douleur supérieure à 3 mois. 3 mois en tant que kiné, ça nous paraît très court, d'accord. Je n'ai pas de prothèse totale de genoux qui ont plus de douleur à 3 mois. Là où je vais m'inquiéter, c'est quand il n'y a pas d'alerte aiguë de la nociception. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un patient qui a des douleurs non nociceptives, mécaniques ou inflammatoires, d'accord, qui a des douleurs un petit peu tout le temps, mal expliquées. Dans ces cas-là, réappelons l'anesthésiste ou renvoyons au chirurgien, au médecin du sport pour avoir aussi un autre avis. Ce n'est pas toujours lié à un drapeau rouge, c'est souvent lié à une sensibilisation centrale à des douleurs, mais n'hésitons pas à les renvoyer de manière précoce pour mettre un traitement adapté en place. Un article que j'ai adoré de 2013 de Irina Crozu, qui est, c'est une revue la narrative, mais qui reprend un petit peu toutes les douleurs et le mécanisme de la douleur en post-opératoire, donc super intéressant à lire. Et s'il y a un message à retenir, c'est faisons du simple, quoi. Faisons vraiment du simple avec les prothèses. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On va passer au docteur Jean-Christophe Mignot sur la partie médecine du sport.
C'est bon? Impeccable. Bonsoir à tous. Donc, je suis le Dr Mignot, je suis médecin du sport. Oula, pardonnez-moi, je le ferai plus. Donc, on va évidemment parler de la douleur de genou post-chirurgicale. On va parler du diagnostic et de la prise en charge. Et surtout, nous, on a la chance de pouvoir le faire de manière inter- ou pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec le chirurgien, l'anesthésiste, le kinésithérapeute, le médecin du sport ou le médecin de rééducation et puis parfois le psychologue ou le psychiatre. Alors, pour faire un diagnostic, vous avez bien compris qu'il fallait être capable de comprendre ce qui se passait. Alors ça dépend de la chirurgie, on va le revoir un petit peu avec la diapo suivante. Et il faut être capable de démembrer ce qui se passe. Et je vous ai fait une petite diapo pour vous montrer qu'au Moyen-Âge, même avant Ambroise Paré, ils avaient déjà bien compris que démembrer, c'était essayer de comprendre certaines choses. Ça nous permet, une fois qu'on a compris, de proposer des solutions thérapeutiques, de les mettre en œuvre et puis d'évaluer l'efficacité des thérapeutiques qu'on propose. Alors, évidemment, le diagnostic est important. Il faut éliminer les diagnostics qu'on va appeler graves, qui sont l'infection et la phlébite. Pour l'infection, évidemment, on a la biologie sanguine avec l'AVS, la CRP et puis l'ANUM, et la ponction articulaire avec la bactério et l'antibiogramme. Pour ce qui est de la phlébite, évidemment, c'est le Doppler en post-op relativement immédiat, les dédimères étant systématiquement augmentés, il n'y a pas une bonne sensibilité d'utiliser cela. On a des facteurs favorisants évidemment de l'infection qui sont l'obésité, le diabète, le tabac, l'alcool, et puis pour la phlébite, l'obésité et le tabac sont des facteurs favorisants. Et puis, je vous ai listé tous les examens complémentaires qu'on pouvait utiliser en post-opératoire. Alors, il faut savoir que les douleurs post-opératoires, il y a une temporalité. Il y a le post-opératoire immédiat, il y a le post à moyen terme, et puis il y a le post-opératoire à long terme, au-delà d'un an, où on peut avoir des prothèses qui se mettent à redevenir douloureuses ou des ligamentoplasties qui sont encore douloureuses. Donc, entre la radio standard, le scanner, l'arthroscanner ou l'IRM, l'arthro-IRM, l'échographie qui va nous servir sur par exemple, la recherche de névromes, la scintigraphie qui va nous servir sur des décèlements de prothèses ou des infections de prothèses qui se seraient faites à bas bruit, et l'électromyogramme pour les atteintes neuro. Alors, les pathologies... pardonnez-moi, je voulais vous parler. Alors, hop, je vous montre ça. Ça, c'est un joueur de rugby du top 14 qui... 3 mois après sa ligamentoplastie, a décidé d'aller bricoler sa véranda. Et puis, alors qu'il n'avait pas de douleur, il s'est mis à avoir des douleurs un peu du plan médial. Et vous voyez là, l'endobouton. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais il est descendu un petit peu. Alors, je vous ai pas mis le profil. Donc, ce que je suis en train de vouloir vous expliquer de manière indirecte, c'est que il faut avoir un examen clinique important. Il faut aussi avoir de l'imagination parce qu'il peut se passer un petit peu n'importe quoi. Chez le sportif de haut niveau, sûrement encore plus que chez papy et mamie, mais on a parfois des surprises. J'ai vu récemment une prothèse de genou qui s'était luxée chez un charmant monsieur médecin de 75 ans. Et donc, le patient, il faut l'examiner. Il faut examiner la cicatrice, il faut faire un examen complet, regarder les mobilités, rechercher les adhérences, etc., faire un examen neuro afin de pouvoir, encore une fois, démembrer ce qui se passe et pouvoir proposer un traitement. Alors, les pathologies concernées, on a de la fibrose ou de l'arthrofibrose. Alors, l'arthrofibrose, elle est assez simple, elle se perd souvent avec un genou qui est raide, qui ne fléchit plus ou qui a une flexion très limitée, douloureuse quand on va la chercher plus loin, une rotule qui est fixée, une rotule basse. La fibrose, on la sent pareil avec une rotule, alors on la sent sur les cicatrices, ces cicatrices qui peuvent être douloureuses ou adhérentes. On la sent aussi dans les gouttières et au niveau des ailerons rotuliens. On la sent assez bien à la main. Et puis après, je vous expliquerai avec la technique que j'utilise comment on la sent
comment on arrive à la ressentir quand on fait les injections. Les névromes, c'est assez simple, hein, c'est des douleurs fulgurantes, on les retrouve en faisant des pincées roulées ou des palpés roulés de la zone, et on demande une échographie avec des échographistes de bon calibre. On retrouve assez facilement cette petite boule sur le nerf. Et puis on a les syndromes douloureux régionaux complexes ou l'algodystrophie, dont je vous ai mis une belle image IRM là. Et puis ces cicatrices qui peuvent être adhérentes. Vous voyez avant et après la technique que j'utilise, la peau reprend une couleur normale, la cicatrice reprend une couleur qui se rapproche de celle de la peau, et on arrive à avoir de très très bons résultats. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on utilise un mélange de 4 produits qu'on met dans une jolie seringue de 5 ml. On prend un anti-inflammatoire qui est le Mobic. Alors, c'est celui que j'utilise parce que c'est celui qui brûle le moins à l'injection. On prend un peu de Valium pour les douleurs neuro et pour les douleurs de névrome. On prend un anesthésique. Alors, la procaïne, ça n'existe plus, mais on peut utiliser de la lidocaïne ou de la xylocaïne. Et puis ça, c'est le produit magique. C'est la calcitonine. J'utilise de la calcitonine de saumon à la dose de 100 unités par millilitre. C'est assez étonnant, c'est défibrosant, c'est très antalgique et ça permet d'avoir des résultats quand ça fonctionne assez étonnants parce que évidemment c'est un traitement qui n'est pas la panacée. Alors comment ça se passe? Bon bah vous voyez, on utilise alors au départ on utilise toujours ces petites aiguilles là de 0,3 par 13. Bon, on a la pompeuse pour mettre les produits. On injecte, on le fait de manière stérile. Alors là, c'était une infiltration sur un genou d'un judoka qui avait une grosse arthrofibrose à distance d'un croisé, d'une opération pour un croisé. À noter que cette arthrofibrose, on la repère cliniquement avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut la repérer avec l'IRM